On va faire venir maintenant Elsa, qui s'en vient tranquillement. Et bonsoir Elsa, Et salut Bonsoir, Elsa. comment ça va? ça va? Ça Un va, peu, merci. un peu émotionnée d'être avec vous en live, mais ça va. C'est normal, c'est normal. Accueille et traverse. J'accueille, je traverse. Donc, je vais te poser les mêmes questions, Elsa. De ton côté, de quelle façon est-ce que tu dirais que l'hypnose évolutive est venue dans ta vie, puis qu'est-ce que ça a impacté pour toi dans ta pratique? Alors, je sais pas, il y a deux questions là déjà, il faut être précis avec les psys, attention. Comment c'est venu dans ma vie? Ben en fait, moi je pense que dans l'intervention que je vais faire, je vais vous parler beaucoup de psychanalyse parce que je suis donc psychologue clinicienne, mais je suis principalement formée à la psychanalyse. Et en fait, je m'étais formée à l'hypnose donc ericksonienne il y a un peu plus de 10 ans. Et j'avais pas adhéré. Je m'étais pas retrouvée dans ce qui m'était proposé là-dedans, pour les raisons que Benjamin a énoncées et que moi je vais peut-être retraduire avec mes mots plus psychanalytiques. Parce qu'en fait, ce qui m'a amené du coup à choisir l'hypnose évolutive et puis l'Institut d'hypnose spirituelle, c'est vraiment que j'ai eu une sensation de revenir aux sources de la psychanalyse. Sauf qu'aujourd'hui, la psychanalyse, elle est méconnue, elle a même des fois mauvaise presse, et que voilà, je crois qu'on sait plus trop ce que c'est en fait. Donc la psychanalyse, son premier enjeu, c'est de rendre le pouvoir au patient. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Là où dans ce que je rencontrais dans l'hypnose ericksonienne, le pouvoir était donné à la technique, au protocole, voire même par effet secondaire aux praticiens, ce que je trouvais pas du tout éthique par rapport à ma formation où justement le thérapeute doit être le plus neutre possible de manière à laisser tout l'espace pour que le sujet advienne en conscience et puisse se déployer dans ses parts de lui-même. Donc du coup, quand on fait de la technique et du protocole l'enjeu thérapeutique, on passe totalement à côté du potentiel du sujet. Donc là, je ne pouvais pas adhérer à ce fonctionnement-là. Et alors là, quand j'ai découvert l'hypnose évolutive, c'était le grand soulagement. Parce que du coup, on revenait aussi à ce qui est principal, c'est ben, on travaille avec l'inconscient, alors avec tout ce que ça peut avoir, c'est dire ben, c'est juste ce qui n'est pas conscient. Donc après, chacun il met bien ce qu'il veut et toute la multiplicité des dimensions qu'il y a là-dedans. Euh, donc voilà, ça fait partie des choses qui m'ont vraiment incité à me tourner vers l'hypnose évolutive. Il y a la neutralité aussi des protocoles, de la manière en tout cas dont la personne est abordée. Donc toujours dans cette idée que le thérapeute soit le plus neutre possible et laisse l'espace au patient pour imaginer, un peu comme dans un travail du rêve, hein, où la personne peut imaginer un maximum de choses. Parce que ce que je comprenais pas dans l'hypnose ericksonienne, c'est que si on propose un protocole, vous allez imaginer, comme disait Karine, que vous êtes sur telle montagne, avec telle luminosité, etc. Mais c'est comme si on envoyait un détective sur un lieu du crime, avec plein de gens qui sont passés avant, avec quelqu'un d'autre qui a mis des éléments à la place, et puis on dit maintenant, vous analysez, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben non. Quand on rajoute des éléments sur une scène de problématique, eh ben en fait, on a moins accès à ce qui se passe. Donc plus on est neutre, comme le propose vraiment Benjamin, ce que j'adore dans l'hypnose évolutive, c'est vraiment ce fil sur lequel on joue entre être accompagnant et étayant et en même temps le plus neutre possible. Ça, c'est vraiment jouissif, ça amène même du jeu hein, pour le praticien. Mais voilà, ça c'est vraiment l'aspect qui, moi, me parlait beaucoup plus dans ce travail-là. Je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Ah, moi, je me suis fait des fiches. Hein. Moi, j'ai tout préparé, j'ai tout noté. Donc, quand je suis perdue, et me voir baisser la tête, c'est que je regarde mes notes. Oui, ouais, c'est OK. Mais, peut-être tu peux nous parler, ça va peut-être intervenir, mais sur le plan humain, la formation, comment ça s'est passé pour toi, ou même ce que ça peut avoir apporté même en dehors de la Ah, mais ça, formation. c'est une autre fiche. Comment? Ça, C'est c'est une nos autre fiche. fiches. Attends, C'est je nos peux pas fiches! les On n'est pas revenu. Mais sur le plan humain, je rejoins vraiment ce qu'a dit Karine. Déjà, il y a les belles rencontres des personnes qui étaient là. Moi, j'ai eu l'impression qu'on s'était donné rendez-vous. Voilà, vraiment, les deux sessions, j'ai eu l'impression que les personnes qui étaient là, on s'était donné rendez-vous et qu'il était temps qu'on croise nos chemins. Donc, ça a été très touchant.
Sur le plan humain, il y a eu aussi tout l'aspect de la pratique, c'est-à-dire que travailler pendant 5 jours de manière répétée et fractionner des séances d'hypnose sur une problématique globalement qu'on va approfondir à chaque fois, et j'ai pu me rendre compte vraiment de l'impact qu'avait ce type de travail-là, parce que plusieurs semaines après, je me suis aperçue que je faisais des choses absolument pas comme avant et que je me reconnaissais pas. Et je me suis dit, oh, ça en fait, c'est un des bénéfices de ce que j'ai mis en travail dans cette semaine-là. C'était troublant, voilà, même. Par exemple, moi, j'avais travaillé sur la peur des autres au sens large. J'avais repéré dans certaines situations, comme par exemple, voilà, avoir à rédiger un mot, peut-être dans une situation un peu conflictuelle, ou en tout cas, il fallait que je m'affirme pour poser certaines limites. Et ça, auparavant, c'était des choses qui me demandaient de relire beaucoup de fois, de me demander si j'avais bien écrit, si c'était bien OK, etc. Puis j'envoyais avec un peu d'angoisse en me disant, bon, j'espère que ça va passer. Et puis, la situation s'est présentée, j'ai fait mon truc, je l'ai envoyé, puis au moment où je l'ai envoyé, je fais oh, mais j'ai même pas angoissé. Puis j'angoissais toujours pas après l'avoir envoyé. Donc voilà, ça c'était vraiment pour moi un changement interne de paradigme. C'était très profond. Ouais. Voilà, et après, pour cette formation dans l'aspect humain, il y a aussi la rencontre avec Benjamin. Ça vraiment, c'est aussi une très très belle rencontre. Voilà, il sait tout le bien que je pense de lui et de ce qui nous amène. Je trouve qu'il réussit la gageure à la fois. Alors, il a un cadre interne, une organisation, une structure interne qui est voilà carré et qui est tellement bien établie que du coup, ça lui laisse des espaces de jeu qui sont toujours très pertinents, où il sait où il veut aller, mais qui arrivent à amener à la fois de la bonne humeur, des surprises. Il est dans la générosité, dans le partage. Et puis, il incarne ce que lui veut transmettre, c'est-à-dire le fait que un patient, c'est un sujet individuel dont on ne sait pas quelles vont être ses ressources. Et il fait pareil dans sa formation en laissant chacun s'approprier les outils qu'il propose et vivre leurs propres expériences. Et ça met d'emblée dans le groupe une qualité de relation qui est géniale, quoi. Qui crée vraiment de très très belles rencontres. Voilà, vraiment un grand merci à Benjamin. Et ce que tu nommes là, c'est vrai que les rencontres, et je dirais que c'est dans toutes les formations à l'Institut, c'est comme ça. Puis bon, on n'en parle pas, par exemple, sur le site web, ces choses-là, mais il y en a vraiment beaucoup qui rapportent, c'est comme des rencontres d'âme, c'est comme si on rencontre des personnes ça se développe sur le long terme. Et bon, c'est parce que bon, c'est des gens ouverts à la spiritualité, donc c'est déjà des clientèles qui est différente, si on veut, juste de l'hypnose classique ou l'hypnose conventionnelle, si on veut. Donc, c'est quelque chose qui est très significatif pour plusieurs personnes, mais qu'on n'en parle pas, mais effectivement, qui est là, qui est très important sur le plan humain. Et pareil, c'est vrai que j'ai beaucoup appris. Pardon, vas-y, Benjamin. Non, je voulais rajouter quelque chose quand je t'entends, Elsa, parce qu'il y a aussi un aspect, moi, qui me semble assez important et que tu as très bien manifesté pendant la formation, c'est que c'est très inclusif aussi comme courant, c'est-à-dire que j'ai non seulement aucun mépris pour tous les autres courants d'accompagnement, mais en plus, je les admire. Donc, tous venaient aussi avec un bagage. Et Elsa, par exemple, elle a des compétences. Donc, elle intervient encore en tant que psychologue ce soir, mais elle a énormément de connaissances sur l'hygiène de vie, sur l'alimentation, sur l'énergétique, sur plein de choses, sur les perceptions subtiles. Et on s'est donné beaucoup d'espace aussi, que ce soit dans les soirées, parce qu'on s'offre des espaces de soirée qui sont en dehors de la formation, mais comme on est en présentiel, on peut se le permettre. Et puis aussi pendant les repas, pendant les pauses. Et c'était super joli parce que c'était très généreux aussi de ta part d'apporter des fois des éclairages d'informations sur, sur d'autres domaines qui sont complémentaires. Mais Charles, nous, quand on a des échanges en privé, on s'intéresse aussi vachement à tout ça, à l'hygiène de vie, l'alimentation, la méditation, tout ce qui va participer, ce qui va agir finalement sur tous nos corps, physique, émotionnel, psychologique, spirituel et toutes ces interactions. Donc ça, c'est une dimension que j'aime, voir éclore et qui éclot à chaque fois. Ça, ouais. Voilà. Et Elsa, toi, ce serait quoi les avantages, tu dirais, d'intégrer la spiritualité dans ta pratique avec tes patients, tes clients? Alors, je vais faire mon intervenante rebelle. Je vais revenir sur l'idée que j'avais avant. Ah oui, vas-y. Je voulais juste préciser que, voilà, une des choses aussi que j'avais apprécié dans la manière dont Benjamin présente les choses, c'est qu'il nous montre comment, alors que ce soit le formateur ou le praticien qu'il est, a une position d'humilité qui est vraiment fondamentale.
quant au fait que la personne va pouvoir accéder par elle-même à ses propres ressources, qu'on n'en a aucune idée, qu'on ne sait pas où se loge finalement la problématique pour elle, à quel niveau, est-ce que c'est émotionnel, est-ce que c'est psychique, est-ce que c'est plus subtil, etc. dans ce champ de conscience-là. Et je voulais rebondir aussi sur ce qu'il disait tout à l'heure de la manière dont on appréhende le symptôme. Ça, en psychanalyse, c'est fondamental parce que vous évoquiez tout à l'heure la dangerosité à faire croire à un patient qu'une fois le symptôme tombé, sa vie va s'améliorer. Il y a une autre dangerosité qui est quand même fondamentale, qui est que si on enlève le symptôme, qui est simplement la manifestation, l'illustration, la mise en forme représentative d'une problématique, d'une souffrance interne, si on enlève ça, on perd les modalités d'expression de cette souffrance et on perd même le fil pour remonter jusqu'à elle. Donc le problème après, c'est qu'une souffrance qui n'est pas entendue parce qu'on a éliminé le symptôme, il va falloir qu'elle trouve une autre modalité d'expression et a priori, elle a compris que quand elle se manifestait comme ça, on ne l'entendait pas, donc il va falloir qu'elle crie plus fort. Donc elle trouve un autre symptôme qui lui va être beaucoup plus engagé et qui va faire que eh oh, là maintenant tu m'entends, ça c'est en souffrance et c'est le moment de le conscientiser. Donc c'est vraiment un réel danger de pratiquer pour enlever le symptôme. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je voulais quand même revenir là-dessus. Oui, ben oui, c'est un point important. Un point important. Ouais. Avant de risquer de poser ma question, est-ce qu'il y a d'autres choses sur ta fiche? C'est des blagues. Donc, au niveau de la spiritualité, toi, comment ça fonctionne? Est-ce que tu proposes cette approche-là de la spiritualité? Comment tu intègres ça concrètement avec tes patients, tes clients? Je sais pas comment ça se fait. Alors concrètement, le psy, il est absolument neutre. Ouais. Donc moi, je ne parle pas de spiritualité. Par contre, comment ça m'aide en fait dans les situations où les personnes, je vois qu'il y a un moment où elles arrivent un peu aux limites de ce qu'elles ont pu mettre au travail par les ressources psychoaffectives qu'elles avaient à disposition. Je pense à une patiente qui était un haut potentiel et qui avait très longtemps travaillé une relation problématique avec son mari, dont elle hésitait souvent à se séparer, etc. C'était une relation vraiment en souffrance. Et je voyais bien qu'elle avait fait le tour de cette question-là, parce qu'elle n'était pas idiote du tout, elle était engagée, elle était investie dans ce travail-là. Et je me dis là, il y aurait eu quelque chose à faire, peut-être sur un autre plan, beaucoup plus subtil, pour qu'elle puisse aller visiter, mais est-ce qu'il y avait d'autres enjeux, en fait, avec cette personne-là? Est-ce qu'il y avait des choses beaucoup plus subtiles, historiques, passées, d'autres états de conscience qui étaient à l'œuvre avec cette personne-là? Ça aurait été vraiment un outil intéressant. Pour autant, moi, je le présente pas parce qu'en fait, non seulement j'en vois pas la nécessité dans ma pratique, ce que j'en fais au final, c'est comment dire ça? C'est plus un outil qui va m'aider à ouvrir mon champ d'écoute et mon champ d'accompagnement. Par exemple, quand j'ai commencé à m'ouvrir à certains sujets dits spirituels, une chose qui m'a énormément émue, ça a été de me rendre compte à quel point, alors moi, dans ce que j'ai appris, par exemple, en psychopatho, quelqu'un qui est délirant, c'est quelqu'un qui est aux prises avec de la souffrance, avec des mécanismes de défense qui vont être de plus en plus régressifs, de plus en plus archaïques, quitte à être coûteux, c'est-à-dire à se cliver d'une partie de soi, à se distancier d'une partie de la réalité. Donc on entend bien qu'il est en danger à ce moment-là, qu'il essaye le tout pour protéger son intégrité psychique. Ok. Symboliquement, on essaie un peu d'entendre ce qu'il y a dans le contenu délire, mais par contre, ça reste vécu comme un délire, quoi. Alors que quand on s'intéresse à des choses dites plus spirituelles, en fait, on peut entendre bien d'autres choses. Et je me suis rendu compte que tant que j'avais cette perception-là du délire comme un peu cloisonné du côté de la folie, je n'écoutais pas fondamentalement ce que ces gens vivaient, ce que ça pouvait dire sur d'autres plans bien plus subtils, en fait, pour eux. Donc du coup, c'est plus du côté de la qualité de mon écoute et de fait après de mon accompagnement que ça va pouvoir se jouer. Je pense à une situation clinique qui s'est passée là il y a quelques semaines avec une patiente qui voulait travailler sur la confiance en elle. Donc je l'accompagne là-dessus, thème assez neutre avec bien sûr un dispositif, un protocole extrêmement neutre. Et en fait, à ce moment-là, elle fait d'emblée une rencontre avec un défunt, avec son cousin, qui avait son âge et qui est décédé quand il avait 18 ans, ce qui a été un drame pour cette jeune fille. Et donc là, à ce moment-là, elle le rencontre. Alors,
je pourrais me dire, bon, il y a quelque chose peut-être sur le plan symbolique qui se joue à ce moment-là, mais cette possibilité d'ouvrir le champ, c'est peut-être aussi une vraie rencontre, puis après tout, en fait, à quoi bon me dire à vouloir le rentrer dans une case. Donc à ce moment-là, ça m'a permis vraiment de l'inciter à prendre tout l'espace, à profiter pleinement de cette rencontre. Parce que dans ma pratique, je suis pas là. C'est pas ma place, c'est pas mon job d'avoir à dire est-ce que c'est un problème physique, est-ce que c'est émotionnel, est-ce que c'est psychologique, est-ce que c'est spirituel. C'est pas mon job. Et puis en même temps, ça servira à quoi? Quel sens ça aurait que d'arriver à déterminer ça, tout étant absolument en interaction extrêmement étroite. Agir sur un aspect va forcément avoir des interactions sur le reste. Donc moi, dans ces moments-là, je change de casquette. En fait, j'utilise ma formation d'anthropologue pour dire, bah, ok, là, cette personne, par exemple, elle, ce qui lui parle, je sais pas, c'est la physique quantique, et ben ok, on va mettre la casquette du scientifique avec les bases neuroscientifiques, la physique quantique, faire des liens avec ça, sur qu'est-ce que c'est le champ informationnel, la conscience, et puis ok, on bosse là-dessus. Mais la manière dont chacun va arriver à grandir en conscience, elle est personnelle à chacun. Moi, mon job, c'est de m'adapter. Donc, je ne précise pas sur l'aspect spirituel, mais par contre, évidemment, foncièrement, je garde cette oreille-là. Dans la mesure où la personne a cette ouverture-là, puis qu'elle l'amène, ben là, tu vas pouvoir parfois l'utiliser, puis avancer avec ça. Super, voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à tes notes? Bah oui. Nous étions qu'au petit A, 3 petits B. Vas-y, on t'écoute. Parce qu'il y a d'autres choses. Il y avait une des questions, moi j'ai fait vraiment par rapport à ce qui était écrit. Donc il y avait une des questions qui était qu'est-ce que l'hypnose évolutive a apporté à ma pratique professionnelle? Ah oui, oui. Oui. Hein, moi j'ai attention. Hein. Ça faisait partie de mes 2 questions du départ, mais oui, c'est vrai, effectivement. Voilà, c'est ça. Ça apportait des tas de trucs. Voilà. Alors je vais vous en faire part. Super, merci beaucoup du coup, hein, vraiment. Donc, ce que ça m'a apporté, la première chose, c'est que, un peu, vous l'aurez compris, ça m'a permis de faire du lien entre des choses que moi, auxquelles je m'étais formée par ailleurs, c'est-à-dire que je me suis formée, on va dire, globalement à la bioénergie, à tous ces champs-là du soin. Sauf que je pouvais rien en faire avec mes patients, si ce n'est, bon, peut-être garder cette écoute, mais j'étais un peu impuissante, du coup, dans des choses à leur apporter. Et voilà, là, ça a pu créer un espace de liaison que, voilà, comme avec l'exemple que je citais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Et puis, surtout, ce que ça m'a apporté, c'est qu'en fait, en tant que psychologue clinicienne, moi, je me suis spécialisée dans les médiations thérapeutiques. Alors, les médiations thérapeutiques, c'est le travail par la création, par l'art, par l'imaginaire, etc. Donc, alors je vais faire une petite parenthèse théorique, ça vous va? Si c'est pas trop intéressant, vous me faites comme ça quand vous en pouvez plus, hein, quand je vous ai perdu. C'est super intéressant, vas-y. En fait, en psychanalyse, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller voir du côté des travaux de Monsieur René Roussillon, qui est un grand ponte, qui est professeur émérite à l'Université Lyon 2 et qui était aussi mon maître de recherche, et qui a travaillé sur les processus psychiques de symbolisation. C'est-à-dire qu'il explique que quelque chose qui est en souffrance en nous, qu'on a vécu, va devoir passer pour arriver jusqu'à notre conscience, jusqu'à ce qu'on puisse se l'approprier en tant que sujet, va passer par différentes étapes de symbolisation. La première, on va dire le niveau que nous, on connaît le plus de symbolisation, c'est le niveau de symbolisation secondaire qui est celui verbal. C'est celui où dans la thérapie analytique notamment, quand on est dans l'association libre, on parle librement et puis à un moment, c'est le moment où on dit « Ah ben tiens, mais oui, mais c'est vrai qu'en le disant, je me rends compte que… » Voilà, là, on est dans une fonction réflexive où ce qu'on a amené verbalement nous permet d'entendre quelque chose de nous-mêmes. C'est un premier niveau de symbolisation. Il y en a un second, donc qui est un peu plus régressif, donc on va appeler un niveau primaire de symbolisation, qui lui est celui de l'imaginaire. C'est-à-dire que c'est un champ de symbolisation qui va créer des représentations qui vont être celles, alors des représentations imagées, bien sûr, des métaphores, mais aussi ça peut être des représentations par des sensations, des représentations par des sons, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on va utiliser, ça va être la porte d'entrée de l'hypnose. On va déjà être là-dedans. Et puis, il y a un niveau beaucoup plus archaïque
de symbolisation qui est celui de l'éprouver, de l'agir. C'est ce qui se passe quand on fait un lapsus, ce qui se passe dans le passage à l'acte ou dans la somatisation, quand une partie de notre corps se met à crier de douleur. Et ben en fait, cet aspect-là, en thérapie, c'est compliqué d'y accéder. Qui plus est, en entretien individuel, parce que ben voilà, avec mes patients, on se tape pas, on s'insulte pas, j'utilise assez peu le psychodrame parce qu'en individuel, c'est compliqué. Sauf que grâce à l'hypnose évolutive, on va en fait utiliser l'entrée par l'imaginaire pour accéder déjà à des champs de représentation. Donc on va créer, la personne va créer soit des sensations, soit des images, soit des lieux, des scènes, etc., même des histoires parfois, et elle va aussi éprouver ce qui se passe, parce qu'on s'appuie sur le fait que le cerveau ne faisant pas la différence entre ce qu'il imagine et ce qu'il expérimente vraiment, elle va vraiment vivre cette expérience-là. Là, elle va être dans le registre de l'agir. Et en plus, elle va pouvoir être dans le registre de l'éprouver, parce que, comme disait tout à l'heure Benjamin, il y a des émotions qui vont pouvoir arriver, il y a des choses qui vont traverser la personne et qui vont vraiment créer tout un panel de vécu dans l'expérience pour la personne. Ces éléments-là, dans le débrief après, quand on s'en ressaisit, on peut dire, oui, effectivement, il s'est passé ça, etc. Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Et en fait, quand on a fait tout ça, sur une problématique, on a passé tous les niveaux de symbolisation. C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'une patiente, là, il n'y a pas longtemps, qui voulait travailler sur le fait qu'elle doutait en permanence, elle sentait bien qu'elle avait des peurs, qui la cristallisaient par moments. Donc, je l'invite juste à aller rencontrer cette part d'elle-même qui était en doute. Et là, elle s'aperçoit d'une petite fille qui a 8 ans, qui est terrifiée, qui est recroquevillée sur elle-même et puis qui a besoin en fait d'être rassurée. Donc, elle prend le temps, elle qui s'était reliée à la meilleure part d'elle-même, de la rassurer, puis là, monte l'émotion. Là, il y a un moment vraiment d'émotion qui se libère, et puis elle prend un temps pour vraiment ensuite intégrer, ancrer le bien-être qu'elle ressent après cette expérience-là, cet outil-là, ces ressources-là qu'elle a su utiliser pour aller vers cette part d'elle-même. Et puis dans le débrief, quand elle revient, elle s'étonne, elle dit, alors ça, j'étais une petite fille de 8 ans, c'est incroyable. Et puis elle se rend compte que cette petite fille de 8 ans, ça coïncide avec la période où les tensions entre ses parents ont commencé à prendre la forme de conflits, qui étaient de plus en plus répétés, et puis qui partaient souvent en fait des problématiques par rapport aux enfants, où elle se sentait peut-être concernée. Et de là, voilà, on a fait en fait toute cette chaîne-là. Donc pour un psychanalyste formé à la médiation thérapeutique, c'est le top d'avoir cet outil-là. C'est vraiment un bénéfice incroyable, hein. Oui, tu veux intervenir, Benjamin, je te vois. Non? Non, si c'est une vision. Moi, tu parles d'un univers que je connais moins, tout ton bagage de psychanalyse et toutes ces dimensions que tu as développées. Et donc, je suis quelque part assez aussi agréablement touché par le fait d'entendre à quel point toi tu fais des connexions et à quel point ça rassemble des choses. Ouais. Mais c'est pas tout. Ah. Donc là, on passe au petit 2 du grand A. C'est ça. Il est assez. Donc, il y a autre chose que je voulais préciser aussi dans ce que moi, ça m'a apporté à la pratique, c'est du plaisir. Du plaisir. C'est vraiment du plaisir. Parce que je trouve que le brio de cette technique que vous avez su élaborer d'hypnose, c'est que comme elle est neutre, elle vient parler à différentes dimensions en même temps. Et que du coup, quand je fais une séance d'hypnose, je me mets moi aussi finalement d'une certaine manière, une part de moi en tout cas rentre en hypnose et en bénéficie aussi à chaque fois. Et c'est jouissif. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je dis à la personne qu'elle peut s'apaiser, qu'elle peut se relâcher, etc., mon corps aussi finalement se détend. Je suis amenée à me synchroniser, donc je baisse aussi mon énergie, je suis un peu moins vive, mes émotions se calment aussi, mon état mental, ma disposition mentale s'apaise. Puis je pense que ça joue aussi bien plus loin sur tout ce qu'il peut y avoir de subtil à inciter la personne et à entendre qu'on peut grandir en conscience. Donc voilà, ça c'est vraiment très très agréable en fait à pratiquer. Ouais. Et il y a aussi tout le jeu, et après ce sera mon dernier point par rapport à cette question.
Il y a aussi tout l'espace de jeu auquel moi, ça m'a permis de reconnecter. C'est-à-dire que depuis la formation, en fait, je m'éclate à créer des protocoles ou des inductions où je fais le lien entre ce que moi j'ai appris on va dire en bioénergie et bien sûr ce que j'ai appris en psychopathoclinique et en psychanalyse et avec le fil, comment dire, cette direction que nous a donné ce ton, ce diapason, là, c'est ça que je cherchais, ce diapason que nous a donné Benjamin, qui permet par la subtilité du choix des mots d'arriver à un résultat qui est à la fois accompagnant et en même temps très respectueux de l'autre. C'est-à-dire, par exemple, pouvoir accompagner quelqu'un en faisant le lien, en passant par chacun des corps, le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel, mental, puis les corps plus subtils, en reliant chaque corps à ses éléments, juste par exemple par des indices tels que, je sais pas, l'élémentaire en reliant à la densité, au poids. Ça va être simplement des mots comme ça. Et ben, je fais l'hypothèse, alors je l'ai expérimenté sur moi, puis je l'ai fait expérimenter à une collègue de la première session, que ça améliore l'expérience dans le sens où ça ancre chacun des corps énergétiques à son élément, ça les aligne aussi les uns par rapport aux autres, et puis bah, voilà, ça crée un état, je l'espère en tout cas, plus agréable pour les personnes. Donc voilà, depuis, bah, ça m'a mis aussi dans la créativité, c'est voilà, très appréciable. Voilà, ça y est. Super. Un gros merci, puis je veux juste faire continuer par rapport à ce que tu as dit. Effectivement, la notion de plaisir, puis tu me diras, Elsa, c'est pour toi, c'est similaire, ou même Benjamin, mais le fait que parfois, le client, le sujet va vivre des expériences qui sont très élevantes, très touchantes, et qu'on apprend aussi de ça. Donc, vu que ça ne vient pas de nous, c'est que la personne, des fois, ça va même résonner. Il n'y a pas que le client qui en ressort grandi. Parfois, nous-mêmes, on va recevoir des clients, puis parfois, c'est presque à se demander si c'est pas une synchronicité qu'on reçoive tel client pour nous aider d'une certaine façon. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait. Alors, on le ressent aussi en psychanalyse. Il y a un auteur, un grand auteur de psychanalyse qui s'appelle Winnicott et qui a son plus grand livre s'appelle Jeu et réalité. Et il a commencé son livre par cette phrase: à tous mes patients qui m'ont payé pour m'apprendre. Et il y a vraiment cette idée. C'est-à-dire que nos patients, ils nous font vraiment des cadeaux quand déjà ils nous font confiance, quand ils nous apprennent comment eux vont spécifiquement cheminer, quelles sont les ressources qu'ils vont aller puiser, comment ils vont les utiliser. Et voilà, je partage vraiment ce point de vue-là, oui, par ce point de vue. Ouais. Super. Un gros merci, Elsa. Très gentil. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je voudrais juste rajouter que par rapport à la cohésion de groupe qui se passe, souvent c'est des groupes maximum de 20 personnes et souvent ils créent beaucoup de liens et des groupes Facebook d'ailleurs entre eux, entre sessions. Et Elsa, souvent elle manage pour que chaque binôme continue de s'entraîner. Elle fait des tirages au sort, donc ça veut dire que toutes les semaines ils continuent à travailler en binôme. Et je suis dans le groupe, donc je vois un peu tout ce qui se passe, tac, tac, tac. Et ça y va, hein, ça travaille. Ça travaille, mais en s'amusant et avec beaucoup d'amitié, beaucoup de respect. Et c'est super chouette de voir ça. Il y a une réelle autonomie derrière aussi que j'aime beaucoup, moi, insuffler en fait aux gens qui viennent se former. Super. Un grand merci, Elsa. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.